J'ai choisi comme formule pour la conférence que je vais donner le témoignage. Je vais vous présenter mon témoignage et mon interprétation de pourquoi on est arrivé à cette situation extrêmement grave dans laquelle un gouvernement qui représentait énormément d'espoir pour la population grecque et pour les peuples d'Europe a capitulé le 13 juillet et est entré maintenant dans une logique de continuation des politiques qu'il dénonçait et qu'il continue à dénoncer. Pour tous ceux qui, comme vous et moi, avons un espoir énorme et une attente énorme de voir un virage être pris en Europe, cette situation constitue une douche froide, un cauchemar, et bien au-delà de nous, de nos espoirs déçus. Nous sommes ici, nous ne vivons pas les effets directs, mais c'est évidemment les effets sur la population grecque. Ces retraités grecs qui ont voté pour Syriza et qui leur avaient indiqué que une partie de ce qui leur avait été retiré leur serait restituée pendant la gestion du gouvernement de Tsipras, ces retraités vont subir de nouvelles réductions très vite, parce que la taxe TVA sur une série de produits passe à 23%, ce qui va évidemment entamer leur pouvoir d'achat, et est programmé à partir de la mi-2016 une réduction de la retraite complémentaire perçue, y compris par les retraités qui ont les retraites les plus basses. Donc des retraités qui vivent avec 350 euros, 300 euros, 250 euros par mois vont voir encore leur retraite diminuer. En 2010, comme vous le savez, la Grèce est frappée par une spéculation très forte, et le 9 mai 2010, et c'est le premier mémorandum imposé à la Grèce, pour lequel se crée de toutes pièces la Troïka. Le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne s'auto-dénominent Troïka et deviennent des créanciers extrêmement importants de la Grèce, puisque cette Troïka prête à la Grèce 110 milliards. À cette époque, le problème n'était pas un problème des finances publiques grecques, mais des banques grecques et des banques françaises et allemandes qui étaient les principales créancières des banques privées grecques et de l'État grec, pas simplement de l'État grec. Et banques privées qui avaient allègrement créé une bulle spéculative de crédit qui allait éclater. Et donc, au lieu de reconnaître qu'il y avait un nouvel avatar de la crise bancaire privée, les Papandreou, DSK, Trichet à la tête de la Banque centrale européenne et Barroso à la tête de la Commission européenne se sont mis d'accord pour dire c'est une crise de la dette publique grecque. Et donc c'est la faute à la dette publique. Et donc c'est la faute au trop de dépenses publiques. Alors qu'en réalité, les 110 milliards prêtés à la Grèce allaient servir à recapitaliser les banques privées grecques, et qui constituent un lobby très important, qui ont une puissance, qui exerce une pression très importante sur les gouvernants grecs, toujours aujourd'hui d'ailleurs, et sauver les banques françaises et allemandes qui étaient les principales créancières à l'égard de la Grèce, mais principalement de dettes privées grecques, de dettes de banques grecques. Pour nous, il fallait
mettre en faillite de manière ordonnée en protégeant les dépôts des Grecs et en organisant une mauvaise banque, une bad bank, comme ça a été fait en Suède dans les années 90, ou en Islande à partir de 2008-2009, et en créant un pôle bancaire public, donc une socialisation des banques privées grecques. Une série de Grecs essayent de se situer dans cette crise et cherchent un peu la possibilité de solutions alternatives. Alors, il y a une personnalité que je ne connaissais pas à l'époque, un certain Yanis Varoufakis, qui lui décide de ne pas signer l'appel que nous avions lancé. Parce que si on suspendait le paiement de la dette, la Grèce retournerait, tenez-vous bien, c'est les paroles les mots de Varoufakis, la Grèce retournerait à l'âge de la pierre, si on suspendait le paiement. Ça, c'est sa position en 2011. Je la mentionne parce que ça permet de comprendre des choses qui se sont passées en 2015. Je me rends compte qu'une grande partie de Syriza n'est pas pour cet audit. C'est la plateforme de gauche dans Syriza qui est pour. Et que des gens clés comme Varoufakis sont contre cet audit. Mais je me rends compte aussi que à peu près toute l'extrême gauche radicale extérieure à Syriza, regroupée dans Tercia, est aussi tout à fait contre cet audit. Et elle nous accuse, en se lançant dans l'audit citoyen de la dette, de légitimer la dette grecque. Et une troisième force, le Parti communiste grec, qui fait encore aujourd'hui 5%, 5,5%, lors de notre conférence publique de mai 2011, vient avec un tract pour nous dénoncer et pour dire le comité d'audit citoyen grec et les internationaux qui l'appuient sont des agents et d'ennemis du peuple grec et sont subventionnés par la fondation Ford. 2012, les vagues de grève commencent à s'épuiser et les Grecs qui en ont marre de l'austérité commencent à placer dans Syriza tous leurs espoirs. Des élections sont convoquées au mois de mai et Syriza mène une campagne radicale sur 5 points. Elle dit si vous nous portez au pouvoir, nous mettrons fin à toutes les lois décrétées par la Troïka, toutes celles qui affectent la situation du peuple grec et la démocratie grecque. Si vous nous élisez, nous suspendrons le paiement de la dette tant que la croissance économique ne sera pas revenue. 3, nous leverons l'immunité parlementaire parce qu'il y a toute une série de parlementaires du PASOK et de Nouvelle Démocratie qui étaient liés à toute une série de scandales, y compris ayant amené à des dettes tout à fait illégales et légitimes. Nous socialiserons les banques, et j'ai oublié le 5e point. Mais donc une campagne en 5 points très forte, qui amène Syriza déjà un très bon résultat, mais il y a un deuxième tour, et au deuxième tour, Syriza obtient 27% des voix. Elle passe de 4% à 27%, sur une ligne radicale, avec suspension de paiement, et Tsipras, dans la suspension de paiement, parle d'audit de la dette. Selon moi, la réussite de Syriza, c'est parce qu'elle a osé tenir un discours très radical, et qu'elle a notamment proposé la suspension de paiement, et qu'il fallait continuer dans cette ligne-là. Mais je me rends compte, j'avais Tsipras à côté de moi, qu'il n'était pas du tout enthousiaste par ce que j'étais en train de dire. Il a réellement l'illusion que le FMI va soutenir, s'il devient gouvernement, la revendication de réduction de la dette. Et je m'aperçois qu'ils sont absolument contre un plan B. Ils ne veulent pas d'un plan B.
ils ont un plan A, ou ils ont un plan, point. Il n'y a pas de A, B, C. Il y a A, ou en fait, il n'y a même pas A, puisqu'il n'y a qu'un plan. Et je m'aperçois aussi que le conseiller économique principal, John Milios, ne veut toujours pas entendre parler d'audit citoyen de la dette. On était en mars 2014. Et le plan dit quoi, pardon, pour résumer? Le plan A dit quoi? Alors le plan A, il est défini finalement, il est rendu public en septembre 2014. Ça s'appelle le plan de Thessalonique. Et c'est sur ce plan-là que Syriza a gagné, c'est avec ce plan-là que Syriza a gagné les élections du 25 janvier 2014. Et ce plan dit la chose suivante. Le plan, c'est nous allons prendre telle et telle mesure qui vont restaurer partiellement la situation telle qu'elle existait avant l'intervention de la Troïka. Donc nous allons restaurer les retraites les plus basses, donc celles en dessous de 700 €, nous allons grosso modo les restaurer, pas les autres. Et ça, c'était un plan du programme. L'autre plan du programme, le salaire minimum légal qui a été diminué de 25%, nous allons le restaurer progressivement. Celui des jeunes en dessous de 25 ans qui a été diminué de 32%, nous allons le restaurer. Donc restauration du salaire minimum légal. Nous allons prendre une loi de lutte contre la crise humanitaire. Nous allons reconnecter les 300 000 familles qui n'ont pas d'électricité, celles dont on a coupé l'eau courante aussi. Donc une vingtaine de mesures anti-austérité. C'est un programme anti-austérité. Et Syriza dit, dans son programme, nous pouvons prendre ces mesures en les finançant par des taxes mieux prélevées, et notamment des taxes ciblées sur les riches, et les dépenses donc, que nous allons réaliser vont être financées par des recettes supplémentaires, et nous garantissons que nous resterons dans l'équilibre budgétaire et que nous aurons même ce qu'on appelle un surplus primaire avant remboursement de la dette. Ok? Et nous poserons, dit le programme de Thessalonique, la nécessité de la réduction de la dette. Mais là, il n'y a pas, nous recourrons à la suspension du paiement de la dette. C'est nous demanderons une réduction de la dette via la convocation d'une conférence européenne sur la dette. Mais l'idée du programme de Thessalonique, c'est très clair, nous ne prendrons pas des mesures unilatérales en tant que Grèce pour suspendre le paiement. Et vaguement dans certains discours, mais ce n'est pas explicite dans le programme, il y a l'idée qu'il pourrait réaliser un audit de la dette. Mais ce n'est pas vraiment explicite dans le programme. Bon. Alors, la faille dans ce programme, c'est que ce n'est pas possible de dégager un surplus primaire, enfin d'avoir un équilibre budgétaire, tout en réalisant les mesures promises par Syriza. Les recettes, il n'était pas possible de les mobiliser suffisamment rapidement que pour financer le programme. Pour réaliser ce programme-là, il fallait une réduction de la dette. Donc il y avait un caractère irréaliste pour moi d'emblée dans le programme. Mais comme il ne voulait pas aller devant l'électorat grec avec un programme radical, il voulait un programme anti-austérité, il affirme que c'est possible. Ok? Alors, un mot d'explication. Ce que j'ai découvert quand fin 2012, et c'était une hypothèse que j'avais avancée, mais j'ai eu la confirmation au cours de l'année 2013, en discutant justement, en préparant ma rencontre avec Tsipras. J'ai demandé à Sofia Sakorafa et à d'autres, expliquez-moi. Sofia était dans la majorité Tsipras. Elle n'était pas dans la plateforme de gauche. Elle était un des lieutenants de Tsipras, si vous voulez. Okay? Et
Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, en fait, le lendemain des élections de juin 2012, on a eu très peur. On s'est dit, mais, excusez-moi, putain, on a failli gagner les élections. Et si on les avait gagnées avec nos 5 points, la réalisation de ces 5 points impliquait un affrontement important avec les autorités européennes. Et ils se sont dit, c'est pas possible de le faire. Ils ont été convaincus qu'il fallait éviter cela. Et donc pour éviter cela, il fallait modifier les 5 points et présenter un programme comme celui de Thessalonique qui dit on peut maintenir un surplus budgétaire primaire. C'est-à-dire on reste dans les rails de la discipline budgétaire, mais nous démontrons aux autorités européennes qu'on peut rester dans les rails de la discipline budgétaire tout en étant juste socialement par rapport, en abandonnant, si vous voulez, une série de mesures d'austérité injustes socialement. Et ça, c'est une profonde illusion. Mais ils ont décidé consciemment d'aller vers l'électorat comme ça. Syriza gagne les élections, constitue le gouvernement, et moi je décide d'aller à Athènes et je vais rencontrer une série de ministres et je vais voir la nouvelle présidente du Parlement grec, Zoé Konstantopoulou, qui a 39 ans, et on se rencontre le 16 février et immédiatement le courant passe. Immédiatement, en 5 minutes, je vois que le courant entre nous passe. C'est-à-dire que je lui explique ma proposition d'audit, je lui dis, écoute, on peut vous apporter tel et tel argument très fort pour soutenir une action de votre part en tant qu'autorité grecque de suspension du paiement et créer un rapport de force par rapport aux créanciers. Elle me dit, ok, on fait ça. Propose-moi une commission. En avril, mai, juin, on travaille à fond et en 2 mois et demi, on produit un rapport autour de 80% de la dette grecque, selon notre rapport, est illégitime, illégale, insoutenable, odieux. Et on avance toute une série d'arguments basés sur le droit international. Et donc on a une situation dans laquelle le gouvernement appuie la commission, mais en même temps est dans une logique de négociation qui ne s'appuie pas sur la commission. Et donc là, ça m'amène à revenir à ce qui s'est passé juste après les élections. Je vous dis que ma rencontre avec Zoé, la présidente du Parlement, c'était le 16 février. 4 jours plus tard, Varoufakis, avec l'accord de Tsipras, signe un préaccord avec l'Eurogroupe le 20 février à Bruxelles, un préaccord qui sera confirmé le 24 février, donc quelques jours plus tard, et qui dit que la Grèce s'engage à respecter totalement le calendrier de remboursement et les montants exacts à rembourser aux créanciers. Pour moi, cet accord du 20 février, 24 février est un accord extrêmement mauvais. Parce que le gouvernement s'engage à assurer les remboursements. Et effectivement, entre 20 février et début juin, le gouvernement a remboursé 7 milliards d'euros à ses créanciers. Alors qu'il a fait des dépenses pour 200 millions, a annoncé des dépenses sur l'année 2015. Les 200 millions ne sont pas dépensés. Il y a peut-être 30 millions ou 20 millions qui sont dépensés. Les 7 milliards, eux, ils ont été remboursés. Ils ne reviendront pas dans les caisses. Et pour moi, cette logique était une mauvaise logique. La logique de Tsipras, c'était de se dire, si nous continuons les paiements, nous allons convaincre les créanciers en cours de la négociation, s'engager sur une réduction de la dette. Donc on continue les paiements, et au bout du compte, par la négociation, ils vont nous autoriser à prendre ces mesures anti-austéritaires, ils vont diminuer les exigences de surplus primaire, c'est-à-dire au lieu de demander 3,5%, ils vont nous demander
1% ou 1,5%. Et au bout du compte, ils réduiront la dette. Ça, c'était le raisonnement de Tsipras. Et donc, c'est le plan de Tsipras. Pour faire cela, Tsipras s'est dit avec son équipe, pas de suspension de paiement, on ne touche pas aux banques, on redemande des sous pour continuer à recapitaliser les banques, et on les laisse aux mains du privé. Là, je mentionne deux personnes qui sont dans ces conseillers principaux et qui apparaissent peu, Dragazakis, qui est le vice-premier ministre, et Stasakis. Ces deux économistes clés de l'équipe de Tsipras, pour moi, sont très fortement liés au lobby bancaire privé grec. Et ont promis aux banquiers grecs qu'on ne les toucherait pas. Ce que le gouvernement de Tsipras aurait dû faire, c'est bien sûr de négocier pendant 10 jours, 15 jours, mais le 20 février, face au diktat de l'Eurogroupe, de dire je ne peux pas signer un accord qui implique le remboursement des dettes en respectant le calendrier, et il aurait dû, donc disons après 3 semaines d'existence comme gouvernement, ou presque un mois, dire je suspends le paiement en réalisant l'audit de la dette. La suspension, ce n'est pas l'annulation unilatérale de la dette, c'est une suspension, le temps de réaliser l'audit en application du paragraphe 9 de l'article 7 du règlement 472 du 21 mai 2013, c'est-à-dire une base légale dans le cadre européen pour prendre une décision de ce type-là, mais qui aurait obligé les créanciers, parce qu'on suspendait le paiement, à eux chercher à se mettre à table et à faire des concessions. Il y a une chose clé à apprendre avec des créanciers. Soit ils ont intérêt eux-mêmes, et c'était le cas des créanciers à l'égard de l'Allemagne en 1953, soit ils ont intérêt eux-mêmes à réduire votre dette parce que vous êtes un allié et que vous voulez, comme créancier, que le gouvernement en place, celui de la République fédérale allemande, face au bloc soviétique, soit stable, ou dans le cas de l'Irak, quand les États-Unis ont envahi l'Irak, ils ont réduit la dette irakienne parce qu'ils avaient envahi l'Irak et qu'ils voulaient que les nouvelles autorités qu'ils contrôlaient puissent recommencer à s'endetter pour reconstruire le pays qu'ils avaient détruit, eux, en empruntant aux États-Unis et en relançant le pétrole. Et il fallait donc réduire la dette due par l'Irak à la France, à la Russie, aussi aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, et ils l'ont tenu. Ils ont réduit la dette polonaise quand Wałęsa a quitté le pacte de Varsovie. Ils ont réduit la dette égyptienne quand Moubarak, dans la première guerre du Golfe, a décidé d'appuyer les États-Unis pour intervenir lorsque l'Irak a occupé le Koweït. Ils ont réduit la dette pakistanaise lorsque le dictateur, comment c'était, Musharraf, a décidé de prêter le territoire pakistanais pour lutter contre les talibans. Ça, quand les créanciers ont un intérêt stratégique à réduire la dette, ils le font. Ils prennent bien l'initiative de le faire. Mais dans le cas grec, il était clair que les créanciers ne voudraient pas spontanément réduire la dette. Et donc pour les obliger à la réduire, il fallait suspendre le paiement. Et donc on en arrive à la fin juin. Là, ils se rendent compte que les créanciers non seulement ne font pas de concessions, mais demandent des mesures plus fortes que ce qu'ils n'avaient demandé au gouvernement précédent, et disent là je n'accepte pas, et convoquent le référendum du 5 juillet. Et ça marche du tonnerre, comme vous le savez. 62% des Grecs, alors qu'il y a un matraquage médiatique pour leur dire que ça va être la catastrophe s'ils votent non, 62% votent non. On sait que Varoufakis, la veille, déclare, il se réunit avec des journalistes et il dit que demain, le oui va gagner. Donc, certains du gouvernement ne pensaient pas que la population grecque tiendrait le coup et résisterait comme
à résister le 5 juillet. Ce qui est dingue, c'est que là on était le 5 juillet, victoire extraordinaire le dimanche à 20h quand les bureaux sont fermés, 62%. Le lendemain, Tsipras convoque Potami, Nouvelle Démocratie et le PASOK, qui avaient appelé à voter oui, et ils se réunissent. Et ils aboutissent à une déclaration qui dit, voilà, ensemble, avec ces trois partis-là, nous allons renégocier avec les Européens pour un accord. Et il fait une proposition qu'il soumet au Parlement le 10 juin ou le 11 juin, le 11 juillet, pardon, qui est une mauvaise proposition. Aussi mauvaise que celle qui était imposée par les créanciers et qui l'avait amené à convoquer le référendum. Et Zoé, la présidente du Parlement, dit « Je suis contre cette proposition ». Et elle appelle à voter contre. Le Parlement vote pour, avec la droite. Et Tsipras part à Bruxelles, le week-end, négocier. Et négocie toute la nuit du 12 au 13 juillet. Et à 7h du matin, on apprend qu'il y a un accord, qui est encore plus mauvais, qui est ce fameux accord qui maintenant est concrétisé par les différents votes. Et Tsipras, bon là, j'étais encore en contact tout le temps avec Zoé qui parlait avec Tsipras, elle me dit, il est complètement désarçonné, et effectivement, le revolver sur la tempe, dans la nuit, il a accepté l'inacceptable, et moi j'avais dit à Zoé, écoute, il va sortir un argument, Alexis Tsipras, s'il fait ça, à partir du moment où il fait ça, il faut trouver des arguments forts pour justifier l'injustifiable. Et il va vous dire, si je ne signais pas ça, les banques grecques qui étaient fermées allaient être mises en faillite et les déposants grecs allaient perdre leur argent. C'est-à-dire qu'à aucun moment il n'a pensé lui-même d'assainir les banques grecques en les mettant en faillite et en protégeant les dépôts quand il était possible de le faire. Et il était encore possible de le faire à ce moment-là. C'était tard. Et il y avait 40 milliards qui étaient sortis des banques grecques, qu'on a laissé sortir parce qu'on n'a pas mis un contrôle sur les mouvements de capitaux. Mais il y avait encore moyen de le faire. Et il décide que non. Et donc là, pour moi, je pense que c'est parce qu'il a un accord avec les banquiers privés grecs pour ne pas les toucher. Dans le cadre d'un accord, là, parce qu'il est convaincu qu'il faut passer un tel accord, pas parce qu'il est payé par ses banquiers, mais parce que son équipe, les Dragazakis, Stassakis, sont convaincus de ça. Et eux, ils ont des intérêts dans la banque. Et Dragazakis était membre d'un conseil d'administration d'une des banques privées il y a quelques années, et il a un lien direct, étroit, avec les banquiers. Je romps ces accords en appliquant la volonté exprimée par le peuple lors du référendum du 5 juillet et je prends une série de mesures d'autodéfense de la Grèce par rapport aux créanciers, notamment en suspendant le paiement de la dette grecque. Donc il pourrait le faire, il ne va certainement pas le faire, mais il pourrait le faire, c'est-à-dire suspension du paiement, audit officiel, s'appuyant sur nos travaux, socialisation des banques grecques, qui pourrait passer simplement par loi, changer. Il a la majorité pour ça. Il peut changer la loi, par loi, le statut des actions aux mains de l'État grec, en disant, vu la situation d'urgence, comme De Gaulle, à la Libération, a nationalisé les banques françaises et les assurances françaises. Hein. Le gouvernement de la Libération a nationalisé les banques françaises, la Banque de France, qui était une banque privée, et les sociétés d'assurance françaises. Et de Gaulle, c'était pas de Tsipras, on est bien d'accord. Donc, je veux dire, quand un gouvernement, s'appuyant sur une majorité, veut prendre par acte légal des mesures fortes, il peut le faire.
il faut la volonté de le faire. Il pourrait créer une monnaie complémentaire. Quel est l'intérêt d'une monnaie complémentaire? Bon, je vais vous expliquer ce qui se passe en Équateur. En Équateur, une partie des salaires de la fonction publique, une partie des retraites publiques, une partie des bons humanitaires, parce qu'il y a des bons d'aide à la population la plus défavorisée, une partie des montants versés sont versés via le téléphone portable des différentes personnes qui ont donc, par exemple, ils reçoivent par SMS un message officiel de la Banque centrale de l'Équateur leur disant qu'ils ont une ligne de crédit de 100 $. La monnaie de l'Équateur est le dollar américain depuis 15 ans. Et ces 100 $ peuvent être dépensés, donc ils reçoivent un crédit sur un compte, donc ils ont 100 $ qui leur appartiennent, sur leur compte via le téléphone portable, et ils peuvent effectuer des paiements à partir de ces 100 $. Ils peuvent payer les impôts, les transports publics, leurs factures d'électricité, d'eau, mais ça va plus loin. Ils peuvent faire des achats dans les supermarchés, qui sont privés. En Équateur, c'est un pays capitaliste où tous les supermarchés sont privés, mais vous me dites, mais comment ça se fait que les supermarchés acceptent? Mais parce que, messieurs, dames, les supermarchés, ils se disent, mais si moi j'accepte pas, et que mon concurrent accepte que ces gens-là aillent faire des dépenses pour 30 $ ou 50 $, ils vont aller acheter chez mon concurrent et pas chez moi. Tandis que si j'accepte le paiement, moi qui paye des impôts à l'État en fin d'année, ou qui fait appel à des services publics pour par exemple venir prendre les poubelles sur la voirie, les poubelles que je mets, ben, je vais payer le service de la voirie publique avec le crédit que ces gens-là me payent sur la base de... Donc, commence à fonctionner une monnaie complémentaire qui n'implique pas que s'échange le billet vert, le dollar. La Grèce pourrait le faire avec une monnaie de compte en euros, et ça passera par le téléphone. Parce qu'il y a évidemment parmi les plus pauvres en Grèce et surtout en Équateur, des gens qui n'ont pas de compte en banque. Il y a plus de gens aujourd'hui qui ont un téléphone portable parmi les pauvres que de gens parmi ces pauvres qui ont un compte bancaire. Et donc, ça peut fonctionner par le système bancaire, mais c'est une ligne sécurisée qui est contrôlée par la Banque centrale et qui impose un accord avec les sociétés de téléphone portable, qui peuvent être des sociétés privées de téléphone portable. Donc, c'était possible en Grèce, et c'est possible en Grèce de le faire. Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Mais l'État grec, du coup, aurait pu augmenter les salaires, augmenter les retraites avec ces montants-là, par la monnaie complémentaire, et donc permettre aux gens de consommer plus, et donc de contribuer à la relance de l'économie, tout en dépendant moins des euros fournis par la Banque centrale européenne aux banques grecques, auprès desquelles les citoyens grecs vont chercher des euros via les guichets automatiques par lesquels on peut retirer des billets d'euros. Donc c'est possible de le faire. Il faut le faire. Donc moi je travaille à ces propositions, je les ai rédigées. Quand j'ai rédigé un texte sur une alternative possible à la proposition de Tsipras du 11 juillet, puis une alternative possible à l'accord du 13 juillet, il y a eu des dizaines de milliers de chargements de mon article qui a été traduit en grec, qui a eu, et plusieurs dans la presse grecque, on a dit, bon, Varoufakis a un plan B, Eric Toussaint a un plan B, il y a d'autres plans B, pourquoi est-ce que Tsipras ne s'en sert pas? Je veux dire, ça fait partie du débat public en Grèce. Bon voilà, rester ou pas dans la zone euro, je pense qu'il était, jusqu'à juillet, qu'il était possible de prendre toute une série de mesures que j'ai citées
sans sortir de la zone euro. Hein? Ça pouvait mener soit à ce que les créanciers fassent réellement des concessions, ça pouvait réellement mener à ça, ou ça pouvait mener à le fait qu'ils ne fassent pas des concessions, mais ils ne les ont de toute façon pas faites, et là, ça pouvait amener à la nécessité pour la Grèce de sortir de la zone euro. Mais il n'y avait pas de nécessité de le faire dans les 6 premiers mois. Maintenant, vu ce qui s'est passé, l'option sortie de la zone euro devient une option quasiment, pour la Grèce, quasiment inévitable pour une force de gauche qui voudrait le faire. Parce que du côté des autorités européennes, on a durci d'une telle manière et on a adopté des règles d'une telle manière à la Banque Centrale Européenne que ça devient difficile de le faire. Pour un pays comme la Grèce. Je pense par contre qu'un pays comme la France pourrait, s'il y avait un gouvernement qui veut réellement mettre en place une autre option, un tel gouvernement n'a pas besoin de sortir de la zone euro.